BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Vous êtes nombreux et nombreux bien sûr à nous écrire jour après jour pour nous poser les questions qui vous intéressent liées à vos placements. Et aujourd'hui on a décidé de rassembler un petit peu toute la thématique immobilier et de soumettre vos questions à Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes responsable des relations banques pour vousfinancer.com et donc merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre sur cette thématique immobilière. Déjà une question d'actualité, alors on a un peu synthétisé toutes les questions qui ont été posées ce matin après cet encadrement des loyers. Il va rentrer en vigueur à Paris et il y a notamment Pierre, mais ils ont été assez nombreuses et nombreux, nos auditeurs, nos auditrices à nous interroger là-dessus. Quel impact ça va avoir pour les loyers, pour le rendement finalement des propriétaires ? Alors les loyers finalement commencent à baisser depuis plus d'un an à Paris. Donc c'est une mesure qui arrive un peu tardivement parce qu'on a déjà des niveaux de loyers qui sont élevés et qui ont légèrement baissé. Mais ça a quand même amené un signal très négatif aux investisseurs. Depuis l'annonce de la loi Allure, ça fait un an d'ailleurs aujourd'hui, bon anniversaire, on a vu les investisseurs vraiment déserter le marché. On a déjà des taux de rentabilité qui ne sont pas énormes à Paris. Donc il y a un report plutôt sur l'Île-de-France ou sur d'autres villes de province plus dynamiques. Donc c'est plutôt un signal négatif. Déjà, on a un parc privé qui se restreint à Paris et du coup, les investisseurs pourraient choisir d'autres orientations, d'autres types de locations plus saisonnières. Donc, c'est plutôt problématique. Hein. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà, donc plutôt mauvaise nouvelle pour le rendement de vos loyers. Cette question d'Arthur à présent, il nous écrit de Paris lui aussi. Il est à la recherche d'un bien immobilier mais il ne sait pas combien il peut emprunter. Il se demande comment calculer sa capacité d'emprunt. Et c'est vrai qu'en plus, on peut vraiment se poser la question parce que les taux ont tellement baissé qu'on ne sait plus exactement combien on peut emprunter pour une mensualité. Alors, on va prendre un exemple. Si, par exemple, ce monsieur gagne 3 000 € par mois, il peut du coup rembourser 1 000 € par mois pour son crédit. C'est 33% à peu près des revenus. Et ensuite, tout va dépendre de la durée du prêt qu'il va choisir. S'il veut rembourser sur 15 ans, on pourra lui prêter 155 000 €. Sur 20 ans, 190 000 et sur 25 ans, 225 000. Voilà, donc partant de là, il peut savoir combien il peut emprunter en choisissant la durée et du coup viser le bien qui l'intéressera en prenant quand même en compte les frais de notaire qui vont du coup rajouter 10%. On peut financer les travaux, mais pas les frais de notaire. Donc il faudra quand même qu'il y ait un apport à rajouter à cette somme. Ce qu'on peut lui conseiller, à la limite, c'est s'il achète son logement via une agence, c'est de déduire les frais d'agence du montant total de l'achat pour payer moins de frais de notaire. Oui, tout à fait. Ça, c'est en effet ce qu'on peut faire au moment de signer le compromis de vente. Si on enlève les frais d'agence, on n'est pas imposé, si je puis dire. Les frais de notaire ne portent pas sur l'assiette des frais d'agence et du coup, on paye un petit peu moins. C'est vrai. Voilà donc, on rappelle que sur la plupart des sites d'ailleurs, il y a des petits calculateurs qui vous permettent bien évidemment de renseigner comme ça vos revenus et d'imaginer quelle est votre capacité d'emprunt, la durée que vous auriez avec telle ou telle capacité de remboursement. Marie voudrait acheter pour la première fois et elle se demande si les taux vont encore baisser. En clair, est-ce que là où on est au plancher ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de gras avant d'attaquer l'os ? Elle est gourmande Marie parce qu'on est quand même, voilà, on a déjà gourmand. On a déjà des niveaux historiquement bas. Alors, on peut penser que les taux vont rester bas, au moins jusqu'à la fin de l'opération de quantitative easing de la BCE. Jusqu'à fin 2016, on est tranquille. Les taux vont rester bas. Là, c'est vraiment une bonne fenêtre de tir pour acheter. Par exemple, aujourd'hui, on peut emprunter 18% de plus qu'il y a 3 ans, que début 2012. Donc, finalement, cette baisse des taux qu'on a connue de 3 points depuis janvier 2012 équivaut à une forte baisse des prix. Donc, là, si elle veut acheter, c'est vraiment le moment. Enfin, on le dit toujours, mais là, c'est particulièrement le moment. Elle a une fenêtre de tir sur l'ensemble de l'année. Il faut qu'elle trouve surtout le bien qui lui plaît, le bien coup de cœur, et qu'elle ait encore un petit peu... En tout cas, il n'y a pas de grosse pression liée au crédit bancaire. On va rester dans ces eaux-là. Elle peut aussi trouver son coup de cœur, justement. Oui. Les taux donc ne vont pas forcément baisser davantage, mais en tout cas, ils vont rester bas toute l'année. Donc, elle a le temps de trouver le bien qui l'intéresse. Ceci dit, c'est vrai que les taux sont extrêmement attractifs. Ceci dit, les banques sont très sélectives sur les dossiers qu'elles acceptent de financer. Très, très sélectives. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler à Marie que c'est quand même important d'avoir un apport. En fait, aujourd'hui, comme on est dans une conjoncture économique morose, plus des prix de l'immobilier baissiers, les banques sont très attentives et à la situation professionnelle de ceux qui veulent acheter. Il faut aujourd'hui 1 an d'ancienneté, on n'est plus seulement en fin de période d'essai, il faut vraiment 1 an d'ancienneté et être en CDI. Et il faut aussi acheter un bien de qualité. Donc les banques vont être aussi attentives à ça. Donc oui, les taux sont bas, c'est le moment d'acheter, mais il faut quand même 10% d'apport et bien ficeler son projet, voilà, pour avoir son crédit. Yves nous écrit de Strasbourg.
Strasbourg, il dit: nous sommes propriétaires depuis 7 ans et nous souhaiterions maintenant acheter plus grand, mais il voudrait éviter de prendre un crédit relais et du coup il se demande s'il vaut mieux vendre avant d'acheter ou acheter en même temps qu'il a vendu, qu'il est en train de vendre. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est compliqué, le crédit relais fait vraiment peur et d'ailleurs on a vu la demande de crédit relais chuter, hein. Les banques en proposent toujours mais personne ne veut avoir à faire un crédit relais. Pourquoi? On a peur de rembourser la mensualité de son bien dans lequel on habite actuellement, plus la mensualité du relais, plus la mensualité du futur bien. Donc on peut se retrouver avec des taux d'endettement de plus de 40% et en effet c'est injouable, surtout que les délais de vente aujourd'hui se rallongent. Donc c'est des situations de stress intense. Donc les banques se sont un petit peu organisées parce que comme il n'y a plus beaucoup de primo-accédants sur le marché, elles veulent capter ces secondo-accédants. Du coup elles ont fait ce qu'on appelle des prêts achat-revente. Où en fait elles vont racheter le capital restant dû sur l'ancien bien et vous refaire un prêt sur 20 ans avec votre capital restant dû, la valeur du bien, enfin du relais, plus le nouveau prêt. Donc comme ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple et ça permet de ne pas dépasser 30% d'endettement. Ça devient un seul et même prêt. Un seul et même prêt sur le long terme, parce que la banque anticipe que vous allez rembourser la valeur du relais dans les 2 ans. Donc ça, c'est un petit cadeau qu'elle vous fait. Ça lui permet comme ça de capter les secondo-accédants grâce à des taux d'endettement qui vont être plus bas. Donc le mieux, en fait... Et toutes les banques sont un peu joueuses là-dessus? La plupart des banques maintenant le font. Hein. C'est nouveau depuis 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que si on se fait proposer un crédit relais, il faut dire non, moi je préfère un voilà, achat-vente. Faites-moi plutôt un relais rachat ou un achat-revente où vous allez me racheter mon capital restant dû. Du coup, comme le capital restant dû qui est souvent sur 7-8 ans, il va être allongé sur 20 ans, il va être plus facile aussi à rembourser. Enfin, la mensualité va être moins élevée. Donc vraiment, c'est des systèmes que les banques ont mis en place pour capter ces secondo-accédants, pour les aider à faire ces transactions et pour fluidifier le marché. Et ça marche. Là, aujourd'hui, depuis 2 mois maintenant, le marché repart et c'est surtout des secondo-accédants qui achètent. Et donc ce monsieur a raison parce que s'il a acheté à 7 ans, même si les prix ont un petit peu baissé, il va quand même réaliser une plus-value. En plus, il y a 7 ans, les taux étaient aux alentours de 4-5%. Oui. Là, il va avoir un taux à 2%. Donc l'effort de mensualité supplémentaire pour avoir plus grand ne va pas être énorme. Donc ça, c'est vraiment aussi le moment. Voilà donc Yves, votre question. Juliette qui se glisse sur l'idée de la baisse des taux. Elle dit j'ai souscrit un crédit immobilier en 2008 que j'ai fait racheter en 2012. Mais comme ça a baissé, est-ce que je peux encore gratter un peu? Est-ce que ça vaut le coup de renégocier? Oui, oui. Renégocier. En effet, on s'interroge souvent sur le sujet, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut renégocier plusieurs fois son crédit? Mais oui, c'est possible, hein, puisque là, par exemple, si on part de son cas, en 2008, elle a dû avoir un taux aux alentours de 5%. On a oublié, mais à l'époque, ils étaient vraiment énormes. Si elle l'a renégocié en 2012, on était à 4,30. Donc elle a bien eu ces 1 point d'écart. Et aujourd'hui, on est à 2,30 en moyenne sur 20 ans. Et peut-être qu'en plus, comme elle aura déjà un peu amorti, elle va être sur 15 ans à 2%. Donc elle va refaire encore un gap sur le taux, elle va encore gagner et de la durée de prêt et diminuer sa mensualité. Donc on peut le faire plusieurs fois. Quelques conditions tout de même. Donc bien respecter à chaque fois les 1 point d'écart de taux. Il faut aussi qu'il reste suffisamment, puisqu'à un moment, ça va être moins intéressant, hein, s'il nous reste que quelques années à rembourser sur le dernier prêt. Il ne faut pas qu'elle souhaite aussi déménager dans quelques années. Parce qu'à chaque fois en fait, qu'on renégocie son prêt via un rachat, on repart en début de prêt, puisqu'on rembourse un nouveau crédit. Donc si à chaque fois elle fait ça, en fait, elle a un amortissement qui va être plus lent. Donc résultat, on lui conseille plutôt de garder maintenant son crédit quelques années et de ne pas revendre tout de suite son bien. Parce que sinon, elle va avoir un amortissement. Ou alors il faut qu'elle renégocie en ayant un prêt qui soit transférable sur un autre bien immobilier. Voilà, ça aussi en ce moment, ça se fait beaucoup. Alors les banques, pareil, ne le proposent pas spontanément, hein, puisqu'elles n'ont rien à y gagner. Mais en effet, ça peut être une solution. Donc elle peut encore faire racheter son prêt, elle va encore faire de très bonnes économies. Oui, c'est facile de convaincre une banque qui nous a accordé un prêt assez avantageux il y a 2 ans, par exemple, parce qu'on est passé par un courtier, et de la convaincre aujourd'hui de renégocier alors qu'on était déjà passé par un courtier et donc qu'elle nous avait fait une fleur en quelque sorte. C'est possible? Oui, alors normalement c'est plus compliqué dans ces cas-là. C'est pas le courtier qui pourra vous aider là-dessus, hein, donc il faut aller voir vous-même votre banque pour essayer de négocier avec elle. Et si en effet c'était il y a 2 ans, les taux étaient à plus de 1,50 points par rapport à maintenant. Donc si vous êtes un bon client, si vous avez des produits d'épargne, si vous avez du potentiel, les banques en ce moment cherchent à ne pas perdre leurs clients et elles peuvent faire un petit geste. Alors elles ne vous fera pas un taux plus bas de 1 point, mais 0,50 de moins. Il faut y aller, on peut négocier en ce moment. Cette question d'Henri, cette fois à propos du prêt à taux zéro, un prêt à taux zéro rétabli dans l'ancien, mais sous condition de travaux, il se demande si c'est vraiment intéressant, si ça vaut le coup.
Alors oui, on a eu un énorme effet d'annonce en fin d'année dernière. Le prêt à taux zéro est rétabli dans l'ancien. Ça va relancer le marché. Oui. Or, c'est quand même uniquement dans les centres-bourgs. Il y a 6000 communes concernées et il faut faire 25% de travaux, 25% du montant de l'acquisition en travaux dans les 3 ans. Donc c'est énorme. Et en fait, j'ai regardé les chiffres. Nous, on n'a eu aucune demande de prêt à taux zéro depuis le début de l'année. Une banque avec laquelle je travaille a eu 100 demandes seulement. C'est vraiment rien. Le prêt à taux zéro dans le neuf, c'est 75 000 prêts à taux zéro par an. Là, on en est à 200, 300. C'est-à-dire qu'elle est mal calibrée, en étant clair? Elle est complètement, cette offre, enfin ce dispositif est complètement mal calibré, anachronique, parce qu'aujourd'hui on a des taux à 2% en ayant des biens de qualité, une offre de biens abondante sur lesquels on peut négocier le prix. Donc on ne va pas, passez-moi l'expression, s'embêter à faire des démarches pas possibles pour avoir un prêt à 0% sur un bien de mauvaise qualité avec beaucoup de travaux et mal situé. Voilà. Donc en gros, le prêt à taux zéro dans l'ancien, ça ne marche pas parce que le marché finalement revit de lui-même grâce au taux bas et grâce à l'offre de biens abondants. Les niveaux de taux actuels extrêmement bas rendent un peu moins nécessaire ce prêt à taux zéro. Tout à fait, et un peu moins attractif. Peut-être que dans quelques années, si les taux remontent, là, il aura de nouveau un sens. Mais d'ici là, tout peut changer. Comme l'eurocroissance, c'est le produit d'après-demain. C'est ça. Joseph, qui veut savoir s'il est encore intéressant d'utiliser le crédit à taux révisable. En clair, est-ce qu'avec ces taux très bas, on ne s'expose pas surtout à une hausse de taux ? Oui, alors c'est vrai, mais c'est ce qu'on pense déjà depuis quelques années, et on s'est rendu compte finalement que tous ceux qui avaient souscrit un taux révisable depuis 2008 sont gagnants. Hein. Oui. Aujourd'hui, ils remboursent des taux à 1%. Alors maintenant, en effet, ça peut s'inverser. De toute façon, les banques ne sont pas du tout enclines à prêter à taux révisable. Aujourd'hui, il y a même certaines banques, notamment des grandes banques nationales, qui proposent des taux révisables supérieurs au taux fixe, alors qu'on est sur du KP1, donc avec des taux qui peuvent augmenter de 1 point dans les prochaines années. Pourtant, le gouverneur de la Banque de France avait envie que les banques se mettent à prêter en révisable. Tout à fait, c'est la recommandation qu'il y a parce qu'on pense qu'en cas de remontée des taux, tout le risque de remontée des taux va être supporté par les banques et pas par les emprunteurs, puisque c'est les banques qui devront se refinancer à des taux plus élevés pour les prêts qu'elles ont consentis à taux très bas. Donc c'est vrai qu'on dit qu'il faut arrêter les taux fixes, passer à taux révisable, ce n'est pas pour demain. Pour l'instant, ça vaut pas le coup puisque les taux révisables sont trop élevés et les banques de toute façon préfèrent prêter à taux fixe. Comme ça, elles savent combien les gens vont rembourser chaque mois et c'est aussi une façon de capter davantage de clients sur plus long terme. Donc vive les taux fixes aujourd'hui. Voilà, et pourvu que ça dure. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où le comportement des banques change, où elles sont plus enclines à proposer des offres attractives à leurs clients? Je sais pas, le mois de mai, le mois de juin, ce sont des mois peut-être plus propices pour demander un crédit immobilier ou... Oui, tout à fait. Le mois de mars, là, notamment, on est en plein dedans. C'est ce qu'on appelle le printemps de l'immobilier. C'est la période où les gens vont chercher un crédit pour acheter et pour déménager au mois de juillet, pour être du coup prêt pour la rentrée scolaire. Il y a énormément de transactions qui se font entre mars et juillet et on a de nouveau un petit phénomène comme ça à l'automne, avant une fin d'année beaucoup plus calme, la trêve des confiseurs. Donc c'est vrai que c'est maintenant, et c'est maintenant que des banques proposent des offres très attractives. On en a une là qui propose 1,79 sur 20 ans. C'est qui? C'est une banque en Rhône-Alpes. On trouve pas ça à Paris, mais c'est une banque en Rhône-Alpes. Et donc il y a des banques, comme ça, là qui font des très bonnes offres. Sont régionaux. Pour le mois de mars et pour le mois d'avril. 1,70 sur 20 ans, ça fait rêver. 1,79, oui. 1,79. Cette question de Mireille, intéressante sa question à Mireille. Elle a 30 ans et assez d'argent pour acheter. Mais elle a entendu un spécialiste dire que même avec de l'apport, il est plus intéressant de louer que d'acheter. Elle se demande quoi en penser. C'est pas la seule à nous dire ça. Oui, tout dépend de son projet de vie et tout dépend de l'endroit où elle veut acheter. Par exemple, à Strasbourg, aujourd'hui, compte tenu des prix d'achat et des loyers, on peut aujourd'hui avoir la même surface en achetant et en remboursant un loyer. Donc là, la question, je dirais, se pose moins. À Paris, c'est là que la question se pose le plus, puisqu'on a des loyers beaucoup moins importants que les prix de l'immobilier. Donc il faut garder son bien de nombreuses années pour pouvoir le rentabiliser. Donc si Mireille habite en province, là elle a vraiment intérêt à acheter parce qu'elle va profiter de taux bas, même si les perspectives de plus-value sont pas énormes. Au lieu de mettre un loyer, comme on dit par les fenêtres, un fonds perdu, là elle va pouvoir déjà commencer à investir et peut-être pour sa retraite, donc là elle a que 30 ans, mais elle sera peut-être bien contente plus tard de ne pas avoir de crédit à rembourser et de ne plus avoir de loyer à payer. En revanche, un couple de Parisiens qui veut continuer à vivre à Paris mais qui ne pourrait pas acheter la surface suffisante pour se loger avec 1 ou 2 enfants, qui devrait déménager dans 3-4 ans, là en effet il vaut mieux qu'il reste locataire. Alors du coup la question nous est posée souvent, oui mais je voudrais quand même acheter pour profiter des taux bas, donc on a beaucoup de Parisiens ou de gens dans les grandes villes qui restent locataires dans les grandes villes, mais achètent soit un investissement locatif,
alors plutôt dans l'ancien en ce moment, mais soit un investissement locatif ou soit des résidences secondaires. Bon, ça c'est un marché qui est un peu sinistré, mais ça arrive aussi. Donc pour Mireille, tout dépend de son projet de vie. Si elle pense rester dans le bien 7 ans, il y a pas mal d'études qui montrent que c'est 7 ans pour rentabiliser un bien. Oui. Après, ça dépend des lieux où on achète, mais si elle pense rester 7 ans, là, elle a plutôt intérêt à acheter. Si c'est dans une grande ville où les prix sont trop élevés, où elle n'achète pas une surface suffisante pour se loger, en effet, elle peut rester locataire et attendre un petit peu. Ah, voilà Mireille, une réponse très riche et très complète à votre question. Merci beaucoup Sandrine d'être venue nous voir. Je crois qu'on a vraiment dressé un panorama assez complet de ce marché immobilier. Sandrine Alonier, responsable des relations banques chez vousfinancer.com.